Salon de Provence, dans le sud de la France, l'autre fois est une adresse appréciée des connaisseurs. On vient en général 2 fois par mois. C'est assez convivial, on se sert comme on veut, donc c'est sympa. On vient entre nous, avec des amis, on n'est jamais déçus. La particularité de cet établissement, ici pas de limite. C'est un buffet et il est à volonté. Ce que je voulais, c'est pas être restreint dans les plats. Et donc, je voulais offrir de la bonne cuisine avec beaucoup de choix. D'où le buffet. Olivier Maréchal a ouvert ce restaurant en 2019, avec une idée précise. J'aime pas attendre au restaurant, donc j'ai préféré assembler tout ça et puis aller dans un buffet où on peut manger vite et bien. Bon appétit. Les gens peuvent manger à leur rythme. Ils peuvent prendre un plat, pas de dessert, pas de plat, pas d'entrée. Ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Au menu, des classiques de la gastronomie française, Attention chaud. présentés dans ces grosses cocottes qui renforcent le côté rustique. On a une quinzaine d'entrées. Derrière, on a 2 poissons avec 2 accompagnements, 3 viandes et 2 accompagnements aussi. Et on a entre 7 et 10 desserts à peu près. Toute la cuisine est faite maison, de l'entrée jusqu'au dessert. Même des rillettes, même des choses comme ça qu'on peut trouver dans le commerce, on les fabrique. Délicieux. Là, c'est de la gardienne de taureau. Ça a l'air très bon, donc voilà, je vais goûter. Il y a assez le choix pour un peu déguster tous les plats, donc c'est sympa. À 25,90 € la formule à volonté, il y a de quoi faire des heureux. C'est beau, C'est super bon. très bon. Super bon, c'est à volonté, c'est varié. C'est sympa, on se lève, on mange quand on veut, ce qu'on veut. Puis voilà, on peut manger le dessert avant l'entrée, c'est un peu bête, mais tout est possible, quoi. C'est largement bien. 25 € un vendredi soir pour manger à volonté, de la qualité surtout. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est vrai qu'on a du mal à retourner dans un restaurant classique avec les plats à la carte où il y a moins de choix. Quant à Olivier, il a le sourire quand il voit son restaurant rempli. Les Français aiment les buffets parce qu'il y a du choix, il y a de la qualité chez nous. La preuve, il y a du monde qui vient et les gens aiment beaucoup profiter du restaurant. Merci, bonne soirée, bon week-end. Ils semblent chaque jour plus nombreux. Les buffets à volonté envahissent la France, qui en compterait déjà presque 2000. Le concept se décline maintenant dans les cuisines les plus variées. Asiatiques, bien sûr, mais aussi françaises, italiennes, indiennes ou de partout ailleurs. Car les Français en raffolent, convaincus d'en avoir pour leur argent. Et en temps de crise, c'est l'argument massu pour un consommateur à la recherche du bon plan. Si le concept a été importé de la patrie de la malbouffe, il a été adapté au goût des Français. Et malgré son image souvent bas de gamme, tout type d'offre à volonté existe aujourd'hui. Du tout surgelé au fait maison le plus soigné. Mais alors, pourquoi un tel engouement et que vaut réellement la cuisine de ces buffets? Comment font les restaurateurs pour être rentables? Et quels sont les secrets de leur poule aux œufs d'or? Que cache surtout une telle opulence, en décalage avec une sobriété de plus en plus dans l'air du temps? Plongé au cœur d'un univers fascinant où les yeux pourraient bien se faire plus gros que le ventre. Retour à Salon de Provence. Dans les cuisines du restaurant L'Autre fois. Ici, le chef, c'est Jonathan, cuisinier expérimenté. C'est avec son équipe qu'il prépare tout sur place. On a tous ici des formations de cuisiniers, de vrais cuisiniers. On a tous travaillé dans des restaurants un peu étoilés et tout ça. Et c'est pas parce que c'est un buffet qu'on va faire des choses bateau, quoi. Aujourd'hui en préparation, bavaroise de crustacés, gardienne de taureau, flambée de Saint-Jacques, bake-off, club roast beef ou encore religieuse au café. Et ce ne sont que quelques exemples. Avec une telle qualité, vendue à un prix très raisonnable, comment fait le restaurateur pour être rentable? Une règle de base,
savoir s'adapter. Regarde, j'ai eu un bon coup sur les magrets. Regarde les beaux bébés. On partirait sur quoi? Je partirais sur un petit magret fruits de mer ou avec des couteaux. Hein, on les ferait basse température, bien rosé pour le buffet. Une petite marinade de piment d'Espelette, piquillos. Ah, piquillos, ouais, carrément. Ouais. Puis des glaces au soja ou un truc comme ça. Ouais. On se fait ça? Ouais. On fait ça pour la semaine prochaine? Allez. Dans ce restaurant, le menu change tous les jours. Une manière de varier les recettes proposées, mais surtout de profiter des offres spéciales des fournisseurs. L'avantage pour moi de ne pas avoir une carte fixe, c'est que je peux m'adapter à ce que je peux trouver sur le marché. Pour être en raccord avec le prix du menu proposé et pour être rentable, il faut qu'on travaille avec les déstockages, les coups de flash de nos commerciaux. Il va m'appeler, il va me dire j'ai un bon coup sur ça, est-ce que ça t'intéresse? Et il y a des quantités qui font que tu peux jouer sur les prix. Pour ces beaux magrets, par exemple, 30% de réduction sur le prix habituel. Deuxième règle d'or pour rester rentable, recycler. Ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Stéphane il a pris le foin qu'il a fumé et il a fait de l'huile de foin. L'huile de foin brûlée, incroyable sur une pièce de viande, incroyable. Ça fait partie de notre travail de rien jeter, de laisser libre notre créativité dans la cuisine. C'est de l'argent tout ce qu'on jette, donc c'est le nerf de la guerre, il faut vraiment tout essayer de réutiliser. Une cuisine tout fait maison, plutôt éloignée de l'image qu'on se fait des buffets à volonté. Mais le concept n'a rien de nouveau pour les Français. L'histoire d'amour a commencé dès les années 60 avec les buffets des clubs de vacances. Une nourriture moyenne, mais abondante et diversifiée. Comme une impression de banquet des rois qui, en plein cœur des 30 Glorieuses, va séduire le pays. Puis viendront les cafétérias populaires des centres commerciaux où l'on peut se resservir en garniture jusqu'à l'indigestion. Mais la vraie révolution s'est faite autour des années 2000 avec l'apparition d'établissements d'un nouveau genre, les buffets asiatiques. Quand on parle buffet à volonté aujourd'hui, c'est surtout à eux qu'on pense. Ces immenses restaurants qui sont venus apporter une vraie touche exotique. On les retrouve partout en France ou en Europe. Ils fleurissent sur les zones commerciales ou au bord des routes, à la périphérie des grandes villes comme dans les campagnes. Ils sont à la recherche de l'emplacement parfait, loyer abordable, mais assez bien placé pour attirer du monde. Car ils n'ont qu'un seul modèle économique, le volume. Comme tous les week-ends justement, c'est soir d'affluence au Pacifique, en banlieue parisienne. 18h45, certains attendent depuis déjà plus d'une demi-heure. C'est un peu le buffet star qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux et à la télévision. Alors que les autres buffets asiatiques contactés ont presque tous décliné notre demande de tournage, le patron, Jun Chen, est l'un des rares à accepter les caméras. La plupart des Chinois sont plutôt discrets. Ils pensent qu'avec le média, il a beaucoup de soucis derrière. Dîner ici est une véritable aventure. 1300 mètres carrés d'espace, 500 couverts, un décor spectaculaire, des fêtes d'anniversaire. Bon anniversaire! Ou même un espace-jeu pour les enfants. On se croirait presque dans un parc d'attractions. Ah, c'est magnifique. L'ambiance, ça joue énormément. Donc, quand on vient en famille, les enfants adorent. Mais ce qui attire les foules, c'est avant tout le buffet. On a à peu près 300-350 plats. Avec 27 €, vous avez autant de choses à manger, ça existe nulle part. 350 plats, un véritable feu d'artifice. Beaucoup de nourriture asiatique bien sûr, mais aussi des plats français, indiens, de la pizza, des salades, des fruits de mer, de la charcuterie. Il y a même des stands pour se faire une grillade, des bonbons ou des glaces.
des centaines de kilos de nourriture alignés. Bon, là, on est sur le deuxième round. Bien sûr, la devise, toujours au buffet à volonté, pas trop charger les assiettes. Faire plusieurs allers-retours pour goûter à plusieurs saveurs. Ça, c'est la règle. Avec une telle abondance proposée, le restaurateur a plusieurs astuces pour rentrer dans ses frais. La première, c'est la disposition des plats. Observez bien ce plat de crevettes. C'est l'un des plus populaires du restaurant. Juste à côté est placé le riz, pour que vous soyez tenté de vous servir de ce plat peu cher à fabriquer et très bourratif. Ensuite, dans un buffet, le client assure lui-même son service, ce qui permet au restaurateur d'économiser sur le poste le plus cher, le personnel. Ce soir, pour 800 clients, une grosse dizaine de serveurs seulement, moitié moins qu'en restauration classique. Ils se contentent de remplir les buffets, débarrasser les tables et surtout de servir les boissons qui ne sont pas comprises dans la formule. Quasiment tous les clients ils prennent des boissons. Et le tarif, c'est le prix d'achat multiplié par 3. Au niveau de marge, les boissons sont aussi importantes que la nourriture. Autrement dit, en vendant une boisson, le restaurateur gagne autant qu'avec sa formule à volonté. Car sur la nourriture, les marges sont très serrées. On gagne maximum 1,50 €, 2 € par couvert. Il faut faire beaucoup de volume pour que le restaurant soit rentable. Pour sauver son profit, tout se joue en fait sur la quantité de produits que le client va consommer. Il y a ceux qui donnent des sueurs froides à Junchen, qui viennent pour la quantité. On va pas se mentir, hein. Voilà, on vient pour se remplir le ventre. Hein. Et ceux qui sont plutôt là pour goûter un peu de tout, mais ne vont pas plus manger qu'à l'accoutumée. Je n'ai pas grand appétit, je mange pas beaucoup quoi. Donc c'est pas le concept à volonté qui m'attire, mais c'est beaucoup plus la variété. Donc là, il y a le choix, il y a des choses que j'ai jamais goûtées, je ne goûte pas au quotidien, donc ça change. 70% sont des gens corrects. Il y a des gens qui mangent un peu plus. Et j'estime qu'il y a à peu près 15% de grands mangeurs qui ont travaillé en perdant. Et à ce jeu-là, il y a une clientèle qui intéresse tout particulièrement Junchen, les enfants. S'ils payent presque moitié prix, ils consomment très peu et se ruent surtout sur les fritures, des produits aussi copieux qu'au bon marché. Mais avec un tel choix, pour un prix plutôt correct, que vaut vraiment la nourriture ici? Les clients semblent globalement satisfaits. J'aime bien cet restaurant. Là, c'est propre, c'est nickel. C'est incroyable. Je suis pas déçu des produits que je consomme, mais on vient plus pour la quantité que pour la qualité, sinon on irait dans un gastro. Côté cuisine, tout est rationalisé pour être rentable. Première règle, une efficacité quasi industrielle. Pour préparer à manger pour tout le service, la grosse dizaine de cuisiniers n'a que 2 heures. Pour cuisiner chaque fois, le chef de cuisine, il a maximum 3 minutes. On choisit les plats assez faciles à cuisiner. Une partie des plats sont frais et faits maison, préparés sur place avant le service, comme pour cette armada de sushi. Mais le gros du travail, c'est la cuisson des produits surgelés qui reste majoritaire. En moyenne, tous les jours, on doit acheter 1 tonne de marchandises. Et le surgelé, c'est plus facile à stocker. Les produits frais, on ne peut pas stocker au bout de 48 heures. Et surgelé, il n'y a pas de limite. Du coup, on peut dire 60% surgelé et 40% frais. Beaucoup de surgelés donc, comme le sont la plupart des desserts, ou surtout tous ces plats de friture qui plaisent tant. Les viandes, quant à elles, proviennent des pays les moins chers, comme la Pologne, l'Ukraine, ou même bien plus loin. Les bœufs, agneaux, tout ça, ça vient de l'Europe. Et au niveau de poulet, il y a une partie qui vient de Roumanie, Thaïlande et Brésil. Tout plat confondu, le restaurant compte plus d'une vingtaine de fournisseurs pour des centaines de produits différents. Une bonne partie, les fritures notamment, se retrouvent dans à peu près tous les buffets asiatiques.
Sur le catalogue en ligne de l'un des plus gros fournisseurs de France, on reconnaît les dizaines de références aperçues sur les buffets, avec des provenances souvent exotiques. Nous avons contacté cette société, ainsi que plusieurs autres, pour voir comment elle fonctionnait. Mais aucune n'a accepté nos demandes de tournage. Je demande à mon responsable, je ne peux pas vous répondre à cette question-là, je suis désolé. Comment vous avez eu mes coordonnées 5 minutes, je suis en ligne avec étranger. Votre appel a été mis en attente. Votre appel a été mis en attente. Honnêtement, je ne pense pas qu'on va vous accueillir au niveau de tournage. S'ils sont si frileux, c'est sûrement parce que les buffets à volonté ont souvent mauvaise presse, notamment autour de scandales liés à l'hygiène. Moisissure, non-conformité client malade. Un restaurant... Pour vérifier par nous-mêmes, nous accompagnons Sophie et Dominique, 2 agents des services d'hygiène, lors d'un contrôle impromptu dans un buffet. Pour raisons professionnelles, ils préfèrent rester discrets. Vous ne verrez donc pas leur visage. Bonjour. Bonjour. La DDPP de... On vient pour un contrôle d'hygiène. Ok. D'accord? C'est le responsable du restaurant qui va les accompagner pour la visite. Le contrôle commence par les réserves du stock dit sec. Les conserves, elles sont plus bien. Ouais, elles sont en bon état. Hein. Ouais. Pas mal, la réception, c'est déjà bien. Ça va se compliquer en passant sur les chambres froides. Voilà. C'est bien plein. Chargé, hein. Vous avez quand même un beau débit. Ouais, c'est bien plein. Hein. Vous avez l'étiquette de ces produits-là? Parce que j'ai rien du tout là. Il faut absolument que vous gardiez l'étiquette d'origine. Voilà, parce que là, j'ai perdu toute la traçabilité en fait, quand c'est déballé. La grande problématique du buffet à volonté, c'est qu'avec une carte aussi large, on multiplie les éléments à contrôler. Dans un espace réduit et encombré, avec un personnel qui n'a pas toujours le temps de bien tout gérer, le restaurateur risque au final de ne plus maîtriser grand-chose. Aussi bien sur la gestion des stocks que sur l'hygiène. Vous avez un permis de nettoyage qui explique sur à quelle fréquence vous nettoyez vos équipements, et la cuisine en général. Bah, il n'y a pas de planning, il n'y a pas de... Alors, voyez ça c'est sale. Hein. C'est très très sale. Et ça, il n'y a pas de date. Ils sont cuits depuis quand? La date, c'est de la viande hachée. Viande hachée? Ouais. Oh, d'accord. Ça a été fabriqué quand? C'est fait quand ça? Vous n'avez pas les dates? Vous marquez les dates? C'est pas que c'est grave, c'est que c'est un produit qui est à risque, étant donné que c'est de la viande hachée. Donc il faut être sûr en fait qu'il ne conserve pas trop longtemps. L'idée c'est que ce soit haché et rapidement travaillé, quoi. C'est ça l'idée. Et en cuisine aussi, c'est un peu la même pagaille. Ça va être compliqué. Hein. Il n'y a plus de papier. Puis le lave-main, on ne peut pas se laver les mains là. Et puis il y a la personne qui travaille alors que la porte est ouverte, que la réception va arriver. C'est du croisement en fait de ce qu'on appelle propre salle. C'est encore sur la traçabilité des produits que le suivi laisse à désirer. Après, je ne pourrais pas vous dire c'est lequel. Et vous avez que le poulet là, vous n'avez pas les crevettes? Il y a les crevettes dans le restaurant. Vous n'avez pas? Ok, ça marche. Pour la traçabilité, en fait, on prend un échantillonnage, on prend quelques produits et on voit s'ils gardent bien la traçabilité de tout. Le contrôle s'achève en salle avec les buffets. Ce qui compte ici, c'est que les températures soient bien respectées pour éviter le développement des bactéries. Il faut que la chaîne du froid, elle soit pas rompue et la chaîne du chaud, elle soit respectée aussi. Le risque, c'est que si on a une contamination au départ, et ben en fait, la bactérie, les germes se multiplient de façon exponentielle. Donc là, on va être bon. On est bien. Ouais. Le contrôle fini, les inspecteurs font le bilan avec le restaurateur. Donc du coup, comme il y a quand même pas mal de choses... Avec tous les points qu'on a vus, ouais, on va partir plus sur une mise en demeure. Ouais, on va vous laisser un délai et à la fin de ce délai, on viendra recontrôler en fait votre établissement pour voir si vous avez mis en place toutes les actions correctives qui sont demandées. D'accord. D'accord? Ça s'est bien passé. Il y a des choses à améliorer. Ils sont là pour ça, je crois. C'est pas un contrôle catastrophique, mais il y a quand même des actions à mettre en place pour rentrer en conformité.
en banlieue parisienne, nous avons repéré un restaurant qui reçoit des avis très divergents sur Internet. Pour nous faire notre propre idée, nous avons décidé d'y emmener Émilie Lestari, journaliste spécialisée dans la nourriture. Comme l'entreprise n'a pas donné suite à nos demandes de tournage, nous nous y rendons en caméra cachée. Première assiette avec des classiques. De nem, le beignet de coquille Saint-Jacques, les yakitori, boulettes de poulet, tempura crevettes. Pour moi, c'est un nem typiquement surgelé comme on pourrait en trouver dans un restaurant vietnamien un peu classique. Pas meilleur, mais pas non plus pire. Et je vais tenter ce petit beignet là de Saint-Jacques. Pas terrible hein, non plus ce petit beignet. Il y a la chapelure qui se maintient bien, il y a encore le côté assez croustillant, mais le goût n'y est plus du tout. On est probablement sur la Saint-Jacques bien décongelée et je pense que la clientèle a bien en tête qu'elle ne va pas trouver ici des produits méga sourcés, de saison et une cuisine locale. Mais ce qu'on vient chercher, il me semble, c'est la profusion d'ingrédients et d'offres à un instant T. Je vais essayer quand même ces boulettes. La marinade yakitori, je pense que c'est ça qui permet de rendre savoureux toutes ces brochettes. La viande en elle-même n'est pas particulièrement goûteuse. Et il y a cette sauce très enveloppante, puisque en même temps elle est là aussi peut-être pour masquer l'absence de goût de la viande. Donc là, sur cette assiette d'entrée, c'est surtout les nems que j'ai appréciés. Deuxième round, un passage par le stand de cuisine au wok. C'est un peu le clou du spectacle. Donc là, ça va être de la cuisine en direct. Le mangeur contemporain aime pouvoir personnaliser ce qu'il a dans son assiette. Donc il faut choisir entre différentes sauces, différentes viandes et différents accompagnements avec des légumes, des nouilles. Vermicelle de riz, ça me paraît une petite base. Avec un peu de courgettes, un peu de champignons aussi. Et de l'émincé de bœuf. Par souci d'efficacité, les ingrédients sont d'abord bouillis à l'eau avant d'être sautés au wok. Pour un résultat pas très engageant. On va être honnête, ça donne pas méga envie. On dirait un peu plus une sorte de bouillie. Bon, maintenant on va voir au goût. Elle est très bonne cette sauce. Les nouilles, je suis moins convaincue. Les petits vermicelles, peut-être, ont été un peu trop cuits. Et là, en même temps, on tombe dans un écueil classique du buffet à volonté. C'est qu'on m'a tellement donné le choix que j'ai pris des choses qui me semblaient bien a priori. Mais on se rend compte que le goût n'y est pas forcément. Et donc, c'est là qu'on se rappelle que c'est aussi pour ça qu'il existe des recettes et des gens pour faire des associations bien précises. Pour finir, une part de ce gâteau qu'on croirait presque sorti d'un dessin animé et direction la sortie. Il y a plus de choses qui m'ont pas plu que de choses qui m'ont plu. Mais je pense que de toute manière, les gens qui passent la porte d'un buffet à volonté ne sont pas dupes. Ils ne vont pas en pensant qu'ils vont découvrir l'excellence de tous ces types de plats. Ils y vont parce qu'ils vont pouvoir trouver tout à un même endroit et pouvoir en fait piocher et grignoter à droite à gauche. Il y a quelque chose qui va un peu au-delà du besoin physiologique. En général, on mange à l'excès. On est sur l'idée en fait un peu pantagruélique du buffet à foison, mais on peut aussi y aller de manière plus raisonnée. Nous avons voulu avoir l'avis d'une spécialiste. Sandra Ferreira est diététicienne nutritionniste. Elle connaît bien les buffets à volonté. Le problème du buffet, c'est l'excès. C'est qu'on est carrément dans quelque chose de démesuré. On va surconsommer.
Prenons l'exemple d'un repas plutôt raisonnable dans un buffet asiatique. Première assiette, 2 nems, 2 brochettes de poulet et 1 brochette bœuf fromage. 675 calories. Deuxième assiette, des crevettes sautées, 1 portion de riz sauté et 2 maquis california. 600 calories. Troisième assiette, un petit wok sauce satay, 225 calories. Et enfin le dessert, 1 part de gâteau et un fruit. 300 calories. Total, 1800 calories. Presque autant que le ratio recommandé par jour pour une femme. Soit 3 repas en un seul. Mais la quantité n'est pas le seul problème. Majoritairement, on va y trouver des produits qui vont être gras, qui vont être sucrés, qui vont être salés. Et quand on mange du gras et du sucre, on sécrète des hormones, du plaisir, de la dopamine, de la sérotonine, et donc on a envie d'y retourner. Et là, on ne s'arrête plus. En France, près de 47% des adultes seraient en surpoids. Et les risques pour notre santé sont réels. À court terme, on va penser à l'indigestion, tout simplement, parce qu'on surconsomme. À long terme, le risque à la répétition de la consommation de buffets, c'est le surpoids et l'obésité. Normalement, il faut à l'humain 20 minutes après avoir avalé la première bouchée pour arriver à satiété. Mais dans un buffet, beaucoup ont tendance à se resservir jusqu'à l'épuisement. C'est lié à notre cerveau archaïque. Il y a une espèce de génétique qui perdure comme ça dans le temps. Les anciennes générations ont vécu des guerres, des famines, des moments de vie où la nourriture n'était pas abondante. Et on a ça qui reste ancré dans notre cerveau. Et donc, lorsqu'on est devant un buffet à volonté, on dépasse largement la satiété parce que notre cerveau, il est là pour la survie de l'espèce. Donc, comme il voit des aliments, il n'a qu'une envie, c'est encore et encore et encore manger. Pour couronner le tout, notre cerveau doit résister à une tentation que les scientifiques appellent l'effet buffet. Le cerveau, plus on va le mettre face à un stimulus, moins il va s'y intéresser. En d'autres termes, si dans le buffet, on ne vous mettait que des pommes de terre, tout le temps, vous verriez que vous ne mangeriez pas de grande quantité. L'effet buffet est dû à la diversité. Plus il y a de diversité, plus vous allez stimuler le cerveau et l'accoutumance ne va pas se créer. Plus il y a diversité, plus ça va être compliqué de résister. Pour Sandra Ferreira, il est donc important d'adopter les bons réflexes face au buffet. Tout est une question de fréquence. Si on y va 1 fois dans le mois, peu de risques pour votre santé. Si par contre c'est quelque chose d'hebdomadaire, il va falloir se poser des questions. On peut réellement manger équilibré dans un buffet à volonté si on s'en donne les moyens. L'idée, c'est de réussir à mentaliser, donc à contrôler ses pulsions, à ne pas être un animal, de ne pas se cibler que sur des choses grasses, en sauce. Mais d'où a bien pu nous venir cette culture culinaire de l'exagération ? Direction des États-Unis et Las Vegas. Le royaume de la démesure, du bling-bling et des excès. Ici, les buffets sont une véritable institution. C'est la spécialité culinaire de la ville. Le all you can eat, comme on l'appelle aux États-Unis. Pretty much every casino has a good buffet. Some are better than others, but you come to Vegas, you know you're going to do a buffet at some point, especially when you got a big appetite, and I got one. And the quality of the buffets in Vegas is special to Vegas. It's fantastic food. Yeah. You just have to know when to stop. Si le mot buffet est bien français, c'est ici pourtant que tout a commencé. À la fin des années 1940, un certain Herb McDonald, cadre du casino El Rancho, a l'idée de proposer aux joueurs un service de restauration disponible 24 heures sur 24, où ils peuvent se servir eux-mêmes et sans limite. Le premier buffet à volonté venait de naître. Il sera très vite imité par tous les casinos de la ville. Mark Steele est consultant et formateur dans le domaine de la restauration. Il a vécu toute sa vie à Las Vegas et connaît très bien ses buffets.
Growing up in Las Vegas, I never knew a casino without a buffet. Every place I went to had a buffet, and there was about 60 buffets in resorts and casinos here in Las Vegas. I think I've eaten at all of them. Le concept de base est simple. Il s'agit en fait pour les casinos de doper leur chiffre d'affaires. The real value of these buffets was getting people into the casino and stay in the casino. The quality of the food was not necessarily the best, but the whole idea of buffets is to have you eat quickly so you can get back out on the casino floor and go back to the tables and go gamble more, where ultimately is where Las Vegas wanted to make its money, especially way back then. Toute l'idée pour le casino était de garder le client captif. Pour une maigre poignée de dollars, les joueurs peuvent s'empiffrer librement. The price of buffets is supposed to be cheap, cheap, cheap to get people in. Ultimately, it didn't really matter a lot what the price was because people who were coming here were here to gamble. Buffets were what they call a loss leader. So they were big spaces in the middle of the casino floor. They absolutely did not make any money whatsoever just because they wanted you under their roof. C'est l'époque où les jeux d'argent sont l'unique modèle économique de Vegas, éclipsant tous les autres types de revenus possibles. Mais dans les années 1990-2000, le marché commence à se transformer. In 1985, 67% of Las Vegas revenue was gaming. 2022 dropped down to 42%. So the mentality is no longer about gamble, 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 right? It's about going to the nightclubs, watching the entertaining, seeing these sports that are happening right now, seeing these celebrity chef restaurants. People want to come and they want to have this grand experience, but they know they have to pay for it. De leur côté, les casinos comprennent qu'il y a là un coup à jouer en évoluant vers une offre premium. Now we had some accountants coming in, some corporate people looking at it, and they say, well, why are we even having these places if they're just losing money? So they've structured it a lot more in these new elaborate buffets, and it's not just better food, but it's better business operations on the back. Au tournant des années 2000, le célèbre Bellagio est le premier à introduire le concept de buffet gourmet. Il est vite suivi par les autres, et des buffets luxueux commencent à s'ouvrir dans les casinos les plus prestigieux de la ville. Il ne s'agit plus de payer quelques dollars, mais beaucoup plus. Théo et Benjamin sont deux amis français. Et aujourd'hui est un jour très spécial. C'est mon anniversaire aujourd'hui. On va tester le buffet du Caesars Palace. C'est quand même l'un des buffets les plus hype de Vegas. J'en ai entendu que du bien, donc on va aller découvrir ça et on va aller... Attention, on a des papilles françaises. Hein. Ouais, c'est pas pareil, donc on va aller voir ça. Installé dans l'un des plus célèbres casinos au monde, voici le Bacchanal. Ah, c'est immense, c'est immense. Tenez-vous bien, ici, on sert en moyenne 2500 clients par jour, soit plus de 900 000 par an. 2000 mètres carrés d'espace, un décor prestigieux et un buffet gargantuesque où s'alignent plus de 250 plats répartis en 10 cuisines différentes. We have our Latin, Mexican food right over here. Right around the corner, we have the Italian. Okay. We have our salad bar and the Asian. This is going to be your table right over here. Thank you. On trouve des mets du monde entier, revisités à l'américaine. Ce qu'ils aiment bien faire, les Américains, c'est souvent des mix entre deux cuisines. Là, tu as la cuisine américaine et la cuisine mexicaine. Donc, tu vas trouver des hot dogs avec des jalapenos. Rien à voir avec un buffet classique. Tout a été étudié au millimètre pour moderniser le concept. La plupart des plats sont servis dans des petites assiettes individuelles. Ça donne un aspect plus prestigieux. Ramon Triey est le directeur du restaurant. Règle numéro 1 ici, pas question de laisser des plats vides. We want to make sure that nobody feels they're being taken advantage of. Because maybe at that moment in time, they went by there and there wasn't there. It's like, well, I was there for a salmon and they didn't find it. But we want to make sure that you find everything that you want, you know, and beyond, you know. So that way, you get the full experience. Ici, c'est d'abord avec ses yeux qu'on mange. C'est beaucoup le côté esthétique, je pense en fait ici, ils misent beaucoup sur ça. Et comme à l'image de Vegas, on va pas se mentir, c'est
qui brille, tout est beau. Au final, quand on rentre à l'intérieur des choses, il y a des fois, c'est un petit peu moyen. Et justement, qu'en est-il du goût? C'est l'heure de la viande, c'est l'heure des protéines. Moi, je suis curieux de voir la différence entre la viande qu'on va trouver dans un buffet et la viande qu'on trouve dans un restaurant en temps normal, qui est généralement extrêmement chère. What do you have? Everything? It's a brisket? C'est le plat typique, c'est le barbecue typique américain. C'est une viande qui va être rôtie pendant des heures, et ça sort une viande qui est extrêmement tendre. Thank you. Et malheureusement, pour des papilles françaises, ça va être un peu juste. Ah, ça fait 3 minutes que je suis sur ma bouchée. C'est vachement sec, peu de saveur. Pour se rattraper, direction l'Asie, de l'autre côté du restaurant. On est sur de la peau de porc grillée. Ça, c'est intéressant. Pas l'habitude de manger ça. Ouais, la peau de cochon est bonne. La dernière bouchée avalée, c'est l'heure de faire le point. Je pense que c'est l'expérience avant tout qui est intéressante. C'est un truc à faire. Faut pas s'attendre à manger le repas de sa vie ici. Mais si j'ai de la famille qui vient à Vegas, avec grand plaisir, je leur montrerai l'endroit parce que c'est très très joli. C'est dans un des plus beaux hôtels de Vegas aussi. Pour ce déjeuner, les deux amis ont dû débourser plus de 80 $ par personne. Ça peut paraître énorme, mais nous sommes à Las Vegas. Honnêtement, je pense que ça vaut le coup. Hein. Ici, dans n'importe quel steakhouse, ta viande, tu vas la payer au moins 60 $ dans tous les cas. We do feel that we are at the right price point. That is exactly the reason why not many buffets exist anymore, because they used to not manage that properly, and that's why we charge what we charge. Ramon sait de quoi il parle. La dernière décennie a été une véritable hécatombe pour les buffets des casinos de Vegas. 80% ont fermé leurs portes. Presque tous ceux qui n'ont pas su monter en gamme ont disparu. La faute à leur modèle économique inadapté. Higher union wages takes away the profitability. Higher food costs take away the profitability. Once COVID happened, they said we don't want to lose any more money. But I think the COVID was a turning point to a trend that was already happening. All the new casinos are opening up without buffets. It's a dying trend. I don't know if we're going to see any more for a while. Dans la patrie de la malbouffe, le crépuscule des buffets à volonté a peut-être donc déjà commencé. De l'autre côté de l'Atlantique, on constate tout l'inverse. Les restaurateurs français savent encore faire preuve d'une grande créativité. À Concarneau, dans le Finistère, certains ont choisi de s'approprier ce concept à volonté pour l'adapter à une tendance qui fait fureur, le régionalisme. Chez Mme Braise, c'est crêpes à volonté. C'est Hubert Poupard qui a eu l'idée de ce concept. Ce qui marche le mieux en Bretagne, c'est la crêpe. Ce qui était en vogue, c'était le volonté. Et voilà, on est ressorti les crêpes à volonté. Pour moi, il était important d'aller sur un concept qui soit vraiment breton, avec des méthodes traditionnelles, en respectant les méthodes traditionnelles. Autant que possible ici, on travaille avec des produits frais et de la région. Et ça commence bien sûr avec la base, la préparation de la pâte. C'est Ethan, maître crêpier, qui s'en charge. Le plus important dans une crêpe, c'est la qualité de la farine. Si t'as pas de la bonne farine, la crêpe, elle sera pas bonne. Cette farine-là, c'est de la farine de blé noir complète. Elle vient de Moulin-du-Pont. Une vraie farine bretonne. Bigouden même. De son côté, Hubert prépare, lui, le traditionnel caramel au beurre salé. Alors là, que des produits frais, du beurre bien breton et de la crème 30-35%. Donc là, vous voyez, on a une belle couleur. Et la petite touche finale. Le gros sel. Et voilà, 8 litres de caramel beurre salé. En salle, ce sont les clients qui se lèvent pour faire préparer leurs crêpes en choisissant leurs ingrédients. Entre les salés et les sucrés, plus de 5000 combinaisons possibles au total. Je vais vous prendre là, le pomme de terre et oignon. Il y a trop de choix en fait, donc je sais pas quoi je vais dire.
Nous, on fait des crêpes à la maison, mais on est au basique, quoi. Jambon, fromage. Ici, on peut manger des aliments qu'on mange pas à la maison. Moi, ça va être jambon pays, patates, fromage à raclette et oignons. Il y a pas mal de produits qui viennent du terroir. Et comme ça, à volonté, on en profite pour tester plusieurs choses différentes. Comme dans tous les restaurants à volonté, face à une telle profusion, il est parfois difficile de se contrôler. Ici, le record, c'est 17 crêpes pour un homme et 13 crêpes pour une femme. J'ai déjà du mal à en manger 3, alors 17, non. Pour se faire plaisir sans limite, mais sans trop s'abîmer la santé, certains ont donc trouvé la formule parfaite. Sur l'étang de Thau, à quelques kilomètres de Montpellier, comme presque tous les jours, Alain vient pêcher les huîtres. Ça, c'est les algues, les bijoux. Tout ça, ça va partir à la machine. On va les gratter et elles vont ressortir toutes propres. C'est mieux quand c'est dans l'assiette. Voilà près de 40 ans qu'Alain fait ce métier. Quand j'ai commencé, ce qu'on vient de faire avec la machine, il n'y en avait pas, c'était faire la main. Mais on était plus jeunes. Mais maintenant, ça va, c'est pas mal, ouais. Le travail est moins fatigant. Il faut compter environ 1 an et demi dans l'eau pour qu'une huître soit mûre. Celles-là, elles sont prêtes, elles sont bonnes pour être dégustées. Elles vont partir au nettoyage, au calibrage. Puis elles vont partir 3 semaines dans l'eau. Et au bout de 3 semaines, elles seront bonnes pour la vente, pour la dégustation à volonté. C'est Pierre Défend qui a eu l'idée de proposer une dégustation à volonté de ce produit hypocalorique. Mais uniquement pour des groupes qui réservent spécialement. Avec sa femme Séverine, il s'occupe seul de préparer le service. Le concept, c'est le repas d'huître à volonté direct chez le producteur. Donc vous n'avez pas d'intermédiaire. Automatiquement, on arrive à avoir des tarifs plus qu'intéressants sur le menu. Un restaurateur ne pouvait pas se permettre, en achetant la marchandise au départ, de faire ce qu'on fait. Évidemment, le producteur y trouve aussi son intérêt. Nous, on a ça sous la main en permanence, donc automatiquement, plutôt que de les vendre à un prix, entre guillemets, modique à un grossiste, on préfère nous les valoriser nous-mêmes pour en tirer le meilleur tarif. Donc, avant qu'une personne vous mange, parce que bon, c'est à volonté, mais il y a un moment quand même, ça cale. Faut pas croire qu'ils mangent des centaines de kilos chaque fois qu'ils viennent. Pour 36 €, ce groupe de retraités va donc pouvoir déguster ce produit de luxe jusqu'à épuisement. C'est exceptionnel. La douzaine à Marseille, je ne sais plus combien c'est, mais c'est pas donné non plus. Alors là, au moins, on vient, on en a la volonté. Le cadre est idyllique. On apprécie cette formule, comme ça. Hein, C'est convivial. C'est très convivial. On a une vue magnifique. Et en direct de chez les producteurs, on mange bien. C'est le summum du circuit court, on est sur place. Pour agrémenter la formule, l'établissement offre aussi des crevettes, des moules et des poivres, variante locale des bulots. Le couple les achète à prix de gros, principalement à des producteurs du coin, mais pas seulement. Malheureusement, on n'a pas ce genre de crevettes dans l'étang, donc on est obligé de les importer. Donc elles viennent là d'Équateur. On sert quasiment à volonté, mais à un moment donné, j'arrête le service. Je suis obligée de les limiter parce que je suis producteur d'huîtres et pas de crevettes. Donc mon but, c'est de les faire venir d'abord pour les huîtres. Les crevettes, c'est qu'un complément. Et si je devais faire que de la volonté sur la crevette, je ne serais plus du tout rentable. Pour finir le repas, une brazucade, spécialité locale de moules flambées, auquel on ajoute une sauce à la recette bien gardée. Quoi comme ça? Tout mon amour en bouteille. Ils essaient de l'avoir à chaque fois, mais on leur dit que si on leur donne, ils viendront plus. Alors, j'ai le plaisir de les revoir. Attention, chaud! Après avoir vu toutes ces offres à volonté différentes, un problème majeur demeure. Le gaspillage alimentaire. Comme c'est un sujet sensible,
Côté restaurateur, le discours est souvent le même. On a très peu de gâchis. J'avais peur qu'il y ait du gâchis, mais finalement, j'en ai très peu. Il n'y a pas de gaspillage ici. On jette pratiquement pas de nourriture. Tous les restaurants insistent auprès de leurs clients pour limiter le gâchis. Par exemple, en facturant les assiettes non terminées. Mais en réalité, le gaspillage se fait surtout au niveau des plats mis sur le buffet et non terminés qui partent à la poubelle. Pour moi, ce type de restaurant, 5 à 10% de gâchis, pour moi, c'est tout à fait normal. Ouais, on ne peut pas faire moins de ça? Ouais, sinon, on ne peut pas avoir une meilleure expérience pour le client. Il est très difficile pour le restaurateur d'estimer les quantités qui seront ou non consommées. Et laisser un plat vide, c'est prendre le risque de frustrer la clientèle et la faire fuir. Des études américaines ont montré que dans les buffets à volonté, entre 5 et 25% de la nourriture finit généralement à la poubelle. Si elle ne peut être conservée ou donnée à des gens dans le besoin, on peut en revanche la transformer en une ressource. Depuis le 1er janvier 2024, la loi oblige tous les restaurateurs à valoriser leurs déchets alimentaires. En région parisienne, c'est le travail de cette société. Elle collecte les déchets organiques pour les transformer en biogaz et en compost. En 2023, Moulineau, sur le territoire de l'Île-de-France, a collecté à peu près 3000 restaurants qui ont représenté à peu près 19 000 tonnes de matière. Mais en même temps, aujourd'hui, on a très peu de restaurants buffets à volonté. Sur les 3000 que je collecte en région Île-de-France, je les compte sur les doigts d'une main. Les restaurants à volonté sont pourtant de gros producteurs de déchets organiques. Mais l'opération a un coût pour le restaurateur de l'ordre d'environ 400 € la tonne. Alors forcément, avec des marges déjà très serrées, la plupart rechignent encore à respecter la loi, comme d'ailleurs la grande majorité des restaurants. On pense qu'il y a moins de 10% des déchets alimentaires qui sont triés. On pense qu'il y a moins de 1 restaurant sur 20 qui va trier le déchet alimentaire. Cette loi, si elle n'est pas appliquée, c'est soit par manque d'information, soit par manque de contrôle. Les inspecteurs environnementaux, il y en a 2 ou 3 par département. Ils n'ont pas aujourd'hui le temps de gérer tous les restaurants complètement. Selon le ministère de l'écologie, le gaspillage alimentaire total représenterait plus de 10 millions de tonnes par an en France. Si la loi est appliquée, on parle de centaines et de milliers d'emplois créés sur la France dans le secteur du tri des déchets alimentaires. Donc il y a vraiment un gros potentiel. En lien avec ces préoccupations environnementales, certains ont fait le choix d'ancrer leur buffet dans une tendance un peu plus responsable. Sur le toit d'un immeuble du 15e arrondissement de Paris, Quasi récolte des herbes dans un potager urbain pour agrémenter sa cuisine. Je coupe feuille de huit. Nous, on a utilisé ça avec gnocchi sarrasin. Il y a du pesto rosso aussi avec ça. La fin, on fait la déco avec ça. Là, ça donne le goût comme les huîtres. Avec tout ça, on va faire cuisine ce soir. Il y a de déco aussi, mais pas mal de choses on a pris. On va passer aux cuisines. Il est le chef des cuisines de ce buffet à volonté gastronomique de l'Ouest parisien. Des plats travaillés et raffinés, cuisinés maison et 100% végétariens. C'est bon, Quasi, tu finis? C'est les herbes que tu as cueillies, là? Oui. Et puis là, il faut déco. Ah, super, j'adore les gnocchis, là. Ta recette, j'adore. Ah, là, bon appétit. Parfait. C'est Antoine Duhart qui a lancé ce concept. On est évidemment très différent de ces buffets à volonté qu'on trouve aux périphéries des villes. La seule similitude, c'est le buffet. Et on a fait ce choix parce qu'on voulait vraiment que les clients puissent choisir visuellement, saliver en plat, disant j'ai envie de goûter ça. 100% de produits sont frais, que des produits bruts qu'on transforme, qu'on travaille. Et l'idée, c'est de venir créer nos plats et nos recettes pour leur apporter de la saveur. Et en salle, les clients apprécient, même s'ils ont dû débourser presque 60 €.
D'habitude, je suis pas trop fan de la formule à volonté, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va avoir peut-être moins de qualité, mais là, je suis très impressionné, franchement. En termes de prix, je pense que c'est intéressant aussi, parce que vraiment, c'est du haut de gamme. On a un menu à 59 €. Alors, ça peut paraître cher, évidemment, pour certains ménages, je comprends très bien. Mais par contre, quand on voit le travail qu'il y a derrière, l'offre qui est proposée, franchement, on a un excellent rapport qualité-prix. L'idée, c'est de pouvoir goûter un maximum de choses. 5 entrées, 5 plats, 5 desserts. Ça fait 15 assiettes. Bon, faire les 15, il faut être motivé. Un employé ajoute une dernière touche pour vous servir une assiette dressée, comme dans un restaurant gastronomique. Merci beaucoup. C'est super agréable de pouvoir voir, de pouvoir contempler, de pouvoir même se poser la question de qu'est-ce qu'on va manger, parce que c'est assez unique. C'est sympa de pouvoir manger autant qu'on veut de nourriture de cette qualité, on va dire. Ce qu'on voulait, c'est démontrer qu'on peut se faire plaisir dans une cuisine gastronomique, sans viande et sans poisson. Moi, je suis pas végétarien, mais je mange beaucoup moins de viande, moins souvent, comme beaucoup de monde. Mais je suis convaincu qu'on a raison pour l'avenir et que le restaurant va se développer et qu'on pourra ouvrir d'autres lieux également. Quand on aime les buffets à volonté, en France, il y a de quoi se faire plaisir. Et pas besoin de se goinfrer pour profiter à fond du concept, surtout quand on arrive à trouver de la qualité à prix plutôt raisonnable. Il suffit juste de penser un peu à sa santé, autant qu'à celle de la planète.